считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Lundi 21 février 2022, Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk, deux régions ukrainiennes de près de 50 000 km², en guerre depuis 2014 et déjà en partie aux mains des séparatistes pro-russes. Trois jours plus tard, la Russie traverse les frontières et progresse sur le territoire ukrainien, à l'est, au sud grâce à la Crimée et au nord via la Biélorussie. C'est l'invasion de l'Ukraine. Jour après jour, semaine après semaine, la Russie gagne du terrain. La contre-offensive ukrainienne parvient à repousser les troupes de Vladimir Poutine au nord. Malgré cette défense, l'armée russe se consolide à l'est dans une région particulière, le Donbass, fusion de l'oblast de Donetsk et de celui de Lugansk. Mariupol, sud-est de l'Ukraine. Pendant près de 3 mois, la ville est assiégée, ravagée par les bombardements. Le 20 mai, elle finit par tomber dans les mains de Vladimir Poutine. Sur ces images, les derniers combattants ukrainiens retranchés dans l'usine métallurgique d'Azovstal se rendent à l'armée russe. C'est la mer d'Azov qui devient de facto une mer sous souveraineté russe en ayant pris Mariupol. Donc stratégiquement, cela contrôle bien sûr l'économie de l'Ukraine. L'Ukraine, on le voit aujourd'hui, est bloquée, ses exportations de céréales sont bloquées. Donc on voit que la Russie met la main sur l'économie ukrainienne, ses exportations, ses bassins industriels et ses ports. Sur la mer Noire pour finalement étouffer économiquement cette Ukraine de Kiev aujourd'hui. Autre ville clé et stratégique de la région, Severodonetsk. Deuxième plus grosse conquête dans l'oblast de Lugansk, à tout juste 30 km de l'oblast de Donetsk. Pendant des semaines, les combats sont incessants dans les zones d'habitation, jusqu'au beau milieu de la forêt. La ville et ses alentours, pilonnés par les tirs russes, bombardés en retour par les forces ukrainiennes, rejoint la liste des nombreuses villes victimes de la guerre, détruites par les combats. Petit à petit, la ville est de plus en plus encerclée. Sur les réseaux sociaux, les forces tchétchènes exhibent leurs combats et se montrent déambulant dans les rues auprès des civils. Les combats continuent. Le 7 juin, Moscou dit avoir totalement libéré les zones résidentielles de Severodonetsk. 3 semaines plus tard, les soldats de Vladimir Poutine s'emparent de la ville. Puis c'est au tour de Lysychansk d'être dans le viseur de l'armée russe. Comme depuis le début de la guerre, les forces ukrainiennes tentent tant bien que mal de ralentir les combattants russes, comme avec la destruction de ce pont entre les villes de Severodonetsk et de Lysychansk. Une destruction qui n'aura pas permis de gagner beaucoup de temps. Le 3 juillet, la ville de Lysychansk tombe à son tour dans les mains de l'armée russe. Sur place, les hommes de Ramzan Kadyrov exultent, brandissant des drapeaux russes et tchétchènes. Alors aujourd'hui, dans le Donbass, en tout cas la région, l'oblast de Lugansk, est contrôlée en quasi-totalité par les troupes russes. Et la stratégie, l'ambition est de conquérir Bakhmout, qui se situe plus à l'ouest de l'Ukraine. Si le Donbass prend tant d'importance dans cette guerre, c'est pour des raisons stratégiques. Ce territoire représente de nombreux avantages économiques et alimentaires pour la Russie. Une stratégie globale qui vise à déstabiliser et faire chuter
l'ensemble de l'Ukraine. Le Donbass est une région industrielle. Donc, c'est important pour la Russie de conquérir donc, ce territoire très riche en métaux. Et notamment en lithium, en manganèse, et en terres rares, toutes ces composants qui sont stratégiques dans tout ce qui compose l'électronique aujourd'hui. Mariupol, Sévrodonetsk, Lysychansk, Lugansk, Donetsk, Kherson. Toutes ces villes ont désormais un point commun. Elles appartiennent au territoire conquis par l'armée russe. Au total, la Russie a triplé depuis le début de l'invasion la superficie de territoire ukrainien sous son contrôle, atteignant 125 000 km², soit près de 20% du pays, selon les autorités ukrainiennes. Donc le Donbass est une zone stratégique également dans le sens qu'elle relie le sud occupé par les troupes russes, le sud de l'Ukraine, et constitue une sorte d'arc. C'est une zone tampon que l'Ukraine refuse catégoriquement, bien sûr, d'abandonner à la Russie et continue de se battre. La chute du Donbass est une perte significative pour Kiev. Une perte stratégique, économique, symbolique et historique. Au-delà du conflit militaire, la Russie tente d'opérer un changement sociétal parmi la société civile. Sur ces images datées de début juillet, on retrouve même des drapeaux russes accrochés aux lampadaires publics le long d'une route dans l'oblast de Zaporijjia. Une partie non négligeable des habitants est déjà russophone, notamment dans le Donbass, mais c'est aussi le cas plus largement dans les régions du sud et de l'est du pays. Une proximité linguistique et culturelle qui facilite le rapprochement de ces peuples à Vladimir Poutine. On voit la passeportisation des régions du Sud, mais également des oblasts de Lugansk et de Donetsk. Alors cette passeportisation dans le Donbass a commencé déjà depuis 2014-2015 et s'est accélérée à partir de 2019. C'est un effacement. Petit à petit, c'est un effacement de la culture ukrainienne. Il y a les actes symboliques du poser le drapeau, donc on plante le drapeau russe, donc c'est symbolique, mais il y a toute cette russification qui est en train de se mettre en place, notamment dans les zones occupées depuis le plus longtemps, c'est-à-dire autour de Kherson, le sud de l'Ukraine. Donc cette russification-là passe par les médias, qui sont des médias pro-russes, passe par l'éducation aussi. Donc le russe revient, la langue russe revient dans les écoles, et tout cet effacement de la culture ukrainienne pour imposer donc la culture russe et l'administration russe. Après les zones déjà contrôlées par les séparatistes et la Crimée, c'est tout le sud du pays et l'ensemble du Donbass qui glissent lentement dans l'ombre de la Russie. Pour autant, le conflit ne semble pas s'enliser. Les combats et les bombardements ont repris hors des régions déjà contrôlées, laissant présager de nouvelles avancées vers l'ouest ukrainien. On voit que ce conflit dans le Donbass a été accompagné ces derniers jours d'une reprise de bombardements, reprise de combats et de bombardements à Kharkiv, mais aussi Mykolaïev dans le sud et Odessa, qui ont subi des bombardements avec cette explosion dans ce centre commercial dans le centre de l'Ukraine. Donc là aussi, on voit que de toute façon, les combats ne sont pas situés uniquement dans le Donbass, mais ils continuent plus au sud, plus loin que Kherson, vers Odessa et vers la Transnistrie, et également le nord avec Kharkiv qui avait dû être abandonné par les troupes russes suite à la contre-offensive ukrainienne au début du mois de mai, qui avait repoussé donc les troupes aux frontières russes. Donc on voit que ce combat ne se concentre pas uniquement dans le Donbass, mais il est situé un peu partout en Ukraine aujourd'hui. Jeudi 14 juillet, la ville de Vinnytsia, dans le centre de l'Ukraine, est victime de frappes russes. 3 missiles ont touché un parking et un immeuble commercial du centre de la ville, faisant, selon les autorités ukrainiennes, au moins 24 morts, dont 3 enfants.